On me juge pour ce que je porte. Je peux me payer tous les vêtements que je veux. L'origine de mes vêtements, je m'en fous. 5 créateurs de contenu sont venus parler de leur rapport à la mode. La mode est-elle éthique? Les vêtements sont-ils vecteurs d'inégalité? Et ce qu'on porte nous définit-il? Mais eux, qui ont déjà tous été jugés pour ce qu'ils portent, vont-ils à leur tour juger les autres? Ils sont tous venus avec un de leurs accessoires. Ils ont été distribués de façon totalement aléatoire à l'un des autres invités. Au travers des questions qui se sont posées tout au long de l'échange, ils ont essayé de deviner à qui appartient l'accessoire qu'on leur a donné. Alors selon vous, est-ce qu'ils vont dépasser leurs premières impressions? Dites-nous en commentaire. C'est une montre de la marque Lip. Je la trouve assez féminine, assez fine. Donc je pense qu'elle appartient à une femme. Je connais pas du tout cette marque. Je vois que c'est fabriqué à Besançon. Donc je pense que c'est quelqu'un qui se préoccupe un peu de où elle achète ses produits, qu'elle consomme pas forcément de la fast fashion ou ce genre de choses. Je vois une femme d'une trentaine d'années avec un style un peu bohème mais citadine quand même, qui s'habille autant chez Isabelle Marant que dans les fripes par exemple, qui fait attention à ce qu'elle achète et à ce qu'elle mange, on va dire. Je pense que c'est quelqu'un de très fin, c'est un tout petit poignet, donc c'est pour ça que je pense à une femme. Alors déjà, ça sent très très fort le parfum. Vraiment, je le sens d'ici. Ça pique les yeux limite. Donc c'est une personne déjà qui veut s'exprimer de manière olfactive. Donc c'est Jean-Paul Gaultier. Moi je suis pas très marque de luxe dans la manière dont je m'habille. Une personne qui accorde de l'importance certainement aux marques. En plus de ça, on voit pas mal de labels dessus. C'est marqué un peu partout. Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul Gaultier. C'est quelqu'un qui peut-être veut montrer aussi qu'elle accorde de l'importance aux marques. Quelqu'un qui peut-être veut montrer que c'est quelqu'un qui accorde de l'importance à la mode, dépense de l'argent dans la mode. Je verrais une femme à l'odeur. Ça, je vois une personne plus au style vintage, on va dire. Peut-être plutôt costume. Ouais, qui s'habille classe en vrai, je dirais. Style des bateaux ou des mocassins. Et je vois bien ça avec un costume habillé. C'est assez discret, donc ouais, je pense que je dirais que c'est plutôt une femme, mais ça pourrait être les deux, mais dans le même style. Donc vraiment style classe, chic, etc. Ce sac Jacquemus, je pense que c'est une personne très fashion. J'imagine une fille très coquette, très pimpée, très effortless chic un peu. Une fille urbaine dans le sens où voilà, une fille qui aime sortir, une fille qui habite en ville. J'imagine pas vraiment une personne autre que citadine avec ce genre de sac. Je pense à une personne qui est joyeuse, qui croque la vie, qui n'a pas peur de se montrer, se mettre en avant, et qui aime nécessairement la mode. Ça me plaît beaucoup cette pièce parce que c'était mes rêves comme sac. Et je pense aussi que cette personne, elle est curieuse au quotidien. Elle est curieuse, elle aime bien rechercher, dénicher des bons plans. Je pense que c'est ça quoi le retranscrire. Je pense que c'est une femme qui est plutôt dans l'univers fashion, avec une volonté voilà, de renouveler régulièrement sa garde-robe et de choisir des pièces ouais, qui sont colorées, qui mettent en avant, enfin qui montrent aussi cette joie de vivre. On me juge pour ce que je porte. Ah, merde. Donc quand on est d'accord, on s'assoit. Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme remarque, par exemple, sur vos outfits qui ne correspondent pas à qui vous êtes vraiment? C'est pas forcément négatif, mais si tu t'habilles pour aller à un mariage et tout ça, quoi, donc des remarques assez classiques hein, quand tu... Je crois que de toute façon, l'humain juge constamment, C'est ça. 100% du temps, avec toutes les informations qu'il reçoit de l'autre. Et la première information qu'il reçoit avant de discuter avec quelqu'un, c'est ses vêtements, son apparence. On ne peut pas s'empêcher de juger. Je suis Bastos, je suis youtubeur, streamer, créateur de contenu. Je fais aussi de la télé. J'ai toujours été très en contact avec la mode. Aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de contenu mode sur mes réseaux sociaux. Pour moi, la manière de s'habiller, c'est un peu une manière de se présenter sans parler. Je suis très curieux de discuter avec d'autres passionnés, d'autres gens qui s'intéressent à ce domaine-là. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de faire un effort, vous dire ok là je sais que je vais être jugé mais je m'habille quand même comme ça parce que j'ai vraiment envie de m'habiller comme ça? Ah, j'avais ça plus jeune. Plus jeune, je prenais un peu le pli de m'habiller hein, plus fort, j'allais en soirée avec des cravates et tout ça. Après, j'ai commencé un peu... Tu voulais provoquer ou c'était vraiment toi? Non, c'était plus, je me disais, je me fais plaisir. Et après, tu comprends que tu n'es pas obligé non plus d'en faire des tonnes. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a des moments où tu veux te distinguer et d'autres où tu veux... Moi, c'est plus à l'inverse. Je me freinais plutôt à des moments en me disant là, ça va pas être approprié ou le regard va être sur moi et ce jour-là, j'ai pas envie d'être le sujet de l'attention. Je m'appelle Virginie Grossa, j'ai 35 ans. J'anime mes réseaux sociaux autour de la mode grande taille, du body positive et de la food sur Internet. La mode me fait vibrer, la mode c'est ma passion. Chaque jour, je suis un caméléon, je peux interpréter un nouveau personnage selon la tenue que je porte. Un jour, je peux être une femme fatale, je peux être romantique. Et au contraire, si je suis pas maquillée ou habillée, je vais me sentir plus faible que quand j'ai toutes mes armes de fashion victime. Après, si tu es conscient du jugement, c'est un outil que tu peux utiliser.
C'est-à-dire que quel est le message que je veux envoyer aux gens que je vais fréquenter ce jour-là, et voilà ce que je veux leur faire penser de moi. Il faut l'utiliser aussi comme un outil, c'est pas forcément uniquement je veux être moi-même tout le temps. Je pense qu'on n'est jamais dans un vrai soi. Le soi authentique, ça voudrait dire un soi qui n'est pas médiatisé pour le monde extérieur. Ça veut rien dire. On appréhende forcément un regard extérieur pour lequel on s'habille. De toute façon, on ne fait que porter un masque qui révèle qu'on n'est pas plus clair sur ce qu'on a à l'intérieur pour autant, mais ce masque-là peut être est absolument faux, mais créatif dans son artifice. De se dire, oh je tente un truc, je me suis fait une panoplie, j'ai fait un look, Tortue Ninja aujourd'hui, Totally Spice demain. Puis ça dépend de la période aussi. Parce que quand tu es au lycée, il y a plein de pression sociale, par exemple. Moi, je me souviens, au lycée, j'étais dans un lycée un peu bourgeois. C'était dur de porter mes docks. Ouais. Donc, parce Oui, que tout le monde avait les mêmes codes. Et ça aussi, ça peut jouer selon l'âge. Communautaire. C'est Si ça. tu penses ça, on te met dans telle catégorie. Ouais. Alors, je m'appelle Mathilde Lepage, j'ai 27 ans, j'habite à Rennes. Je suis spécialisée dans le développement durable dans la mode depuis quelques années. Je ne m'habille que à partir de ce dont j'ai vraiment besoin et j'essaie d'optimiser un maximum toutes les pièces que j'ai, tout en étant créative grâce à la couture. Et moi, c'était la même situation que toi, aussi lycée bourgeois. Et quand tu as tendance à venir peut-être en jogging ou avec un jean un peu plus large, directement, tu es peut-être mis dans une case alors que pas forcément, quoi. Mais ça, t'en avais conscience, tu te disais... Ouais, ça se voyait. Ça se voyait très clairement. À cette période-là, j'avais souvent l'habitude d'aller en jogging quand j'avais sport, on va dire, en tout cas. Et ouais, c'était tout de suite... et ça venait même de la part des surveillants ou quoi. Ou ah ouais, ça te regarde pas trop bien à l'entrée du lycée. Et tu le sens, c'est un peu pesant, quoi. Mais bon, tu fais... Et pourquoi à ce fais moment-là avec. tu changes pas si c'est pesant? Je change pas parce que je suis pas là pour faire plaisir aux gens. Ok. Et toi, tu te sens bien avec... Moi, je me sens bien. Après, je Ça, sens la pression, mais on va dire que je faisais avec, quoi. Je m'appelle Max, j'ai 24 ans et je suis créateur de contenu, principalement streetwear. Avant ça, master communication marketing digital. Je suis tout nouveau, on va dire, sur les réseaux. Ça fait longtemps que je m'intéresse aux vêtements, on va dire. Mes parents ont toujours aimé m'habiller. Vraiment, je m'y suis mis de moi-même depuis le lycée. C'était vraiment les sneakers de base. Les vêtements, ça arrivait plus période fac, on va dire, 18-19 ans. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux marques, etc. Au début, rien à voir avec ce que j'aime maintenant. C'était vraiment tout ce qui est fast fashion, Zara, Bershka, etc. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à voir ce que j'aimais vraiment, à me tourner vers comment je suis maintenant, quoi. Vous le vivez comment, le regard des autres sur vous? Ouais, très bien. Ouais. Très bien. Je pense à des points après de la plateforme, tu vois. Mais toi, c'est Ouais. facile aussi, t'es beau gosse. Ouais, t'es tellement star. Je te renvoie. Non, mais ça dépend. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tu peux te faire attaquer. Bien sûr. Parfois, tu vois, Gratuitement. gratuitement. Et c'est dur de gérer ça. Je sais pas comment est-ce que vous le vivez. Ah, moi, je me fais tracher tout le temps, tous les jours, pour tout et n'importe quoi. Juste, je respire, je me fais tracher. Et pas seulement pour comment je m'habille, mais pour qui je suis déjà de base. Mais je sais pas, depuis... En fait, la mode, justement au lycée et tout, vu que j'avais un style un peu extravagant, j'ai eu l'habitude en fait qu'on parle dans mon dos. Donc aujourd'hui, c'est une force pour être habituée à recevoir des critiques bonnes comme mauvaises, quoi. Moi, je trouve que ça construit une détermination aussi. Ah, mais tu oui. vois. Alors, je m'appelle Farid, je suis créateur de contenu en mode masculine et au quotidien, j'accompagne les hommes sur la construction de leur vestiaire avec toujours cette idée d'élégance et de décontraction à la fois. L'habit ne fait pas le moine, mais il fait entrer au couvent. Alors, je m'explique, je pense que quand on voit quelqu'un, on a naturellement une réaction qui nous permet de juger l'autre. Alors, c'est pas forcément justifié ou non, mais on a déjà un a priori et il faut s'en rendre compte et être capable de se dire aussi que le premier a priori de la personne, c'est physique. Et donc, faire un effort là-dessus, je pense que c'est important. Et vous avez l'impression d'être des symboles un peu pour... en tout cas, des points de mire pour certaines personnes, de se dire ouais, je peux aussi m'habiller comme ça, je peux me réaliser comme ça ou pas. C'est sûr, je sais pas, je connais pas tous nos backgrounds, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu es un peu suivi et où tu montres quelque chose de personnel, il y a des gens qui s'identifient, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Hein. Les gens qui te suivent s'identifient à toi en partie. Et j'imagine que ça peut certainement donner le courage à certains finalement de l'affronter, le regard et le jugement de l'autre. Ouais, des fois, il y a un côté un peu militant, juste en étant nous-mêmes. Il y a des gens qui trouvent des messages aussi derrière juste une passion ou le fait de s'habiller comme on le souhaite. Ça peut donner la force aux gens. Enfin, moi, en tout cas, ma communauté, par exemple, moi, si je vais à la plage en maillot de bain, les gens ne vont pas me demander où je suis partie en vacances, mais ils vont dire « Bravo, t'es en 2 pièces alors que t'es grosse, yes, queen !» Voilà, je vais avoir ce genre de réaction, alors qu'une fille, je sais pas, plus standard, on va lui demander la marque de son maillot de bain ou sa destination de vacances.
ou un bon plan resto en Grèce, mais on va pas avoir les mêmes réactions. Ouais. Et ça aide les personnes qui me suivent à vivre leur vie comme tout le monde. Quoi. Alors que toi, c'est pas ton but? À la base, non, moi je veux juste qu'on me regarde. Je veux faire la belle sur les réseaux comme plein d'autres filles. Et en fait, je me suis rendu compte que ça parlait aux gens, il y avait un côté militant, il y a des gens qui trouvent ça extraordinaire, alors qu'en fait, je fais rien de plus que plein de gens sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'en t'en rendant compte, est-ce que tu as changé d'attitude et est-ce que tu as embrassé un peu ce côté militant qui était arrivé malgré toi? Je l'ai toujours eu en moi. Et au final, j'ai pris encore plus de plaisir à faire des choses simples de la vie. Par exemple, je parlais de gastronomie, par exemple. Avant, c'est vrai que je m'interdisais, par exemple, de parler de food sur mes réseaux, alors que c'est une de mes passions. Parce que voilà, les gens faisaient une association négative. Et en fait, quand il y a des filles qui m'ont dit « je t'ai vu, t'as parlé d'un resto. Je suis pas allée au resto avec mon mari depuis 6 ans parce que j'osais pas. Donc j'ai mis une belle robe, on voyait mes mollets, j'ai mangé en public. » Et pour moi, c'est les plus beaux retours que je peux recevoir sur les réseaux sociaux. Elle a juste vécu sa vie comme un humain normal, grâce à ma vie normale à moi aussi. Donc, voilà. Est-ce que vos proches vous imagineraient avec un style différent? Personnellement, je crois pas. Je pense pas. Ils m'ont toujours vu de la même façon, on va dire, assez street. Et je pense que... j'ai jamais eu de remarques. « Oh, tu devrais peut-être plus t'habiller classe ou quoi ?» Donc non, je pense pas. Et vous? Non, pas du tout. Mais pour vous, ça sonnerait faux? Je sais pas, Ouais, si tu t'habillais avec une cravate ou tu vois, un costume, ça sonnerait faux pour tes proches, tu vois, de t'habiller comme ça ou pas? En vrai, je pense un petit peu. Après, ça dépend. Par exemple, m'habiller en costume, s'il y a une occasion, ça sonnerait pas faux, mais... Ça t'est jamais arrivé? Franchement, très rarement. Je te jure. Je te jure. Et mais ouais, par exemple, là, si je rentre chez moi, je vais voir ma mère, je suis en costume. Ouais, je pense qu'elle me dit qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'elle me dit pourquoi? Elle s'inquiète. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, t'es passé vers ce style street. Mais à quel moment tu t'es dit, allez, je prends un peu mon courage à deux mains et je me lance dans ce style-là, tu vois, qui est plus téméraire. Tu vois, moi, je suis hyper intéressé par à quel moment tu prends ton courage pour tenter quelque chose que t'as jamais fait, quoi. Je pense que ça fait pas si longtemps que ça. Là, j'ai 24 ans, ça doit faire 4 ans que j'assume pleinement de sortir avec des gros pantalons, etc. Et ça fait pas si longtemps que ça en vrai. Mais une fois que je l'ai assumé, après, Mais c'est quoi le déclic, quoi? Technique, est-ce qu'il y a une technique? Je sais pas. Je pourrais pas te dire, franchement, je sais pas. Vous, il y en a eu un déclic où vous vous êtes dit, allez. Moi, il n'y a pas eu de déclic, mais moi, j'ai pas ce côté-là où je m'habille moi. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils ont pas besoin de m'imaginer dans un autre style. J'utilise la mode. C'est-à-dire que j'ai embrassé tous les styles possibles et imaginables. Et c'est ça que j'aime, c'est justement la diversité, c'est le fait de pouvoir rentrer dans la peau de n'importe quel personnage grâce à la mode. C'est le fait d'envoyer un message différent à chaque fois à des personnes différentes grâce à la mode. Moi, j'ai pas ce côté, maintenant ça y est, je vais pouvoir enfin porter des gros baggy pendant toute ma life. Non, j'ai pas ça. Moi, j'adore porter un costume un jour et le lendemain être street et le lendemain être punk. Et je le fais. Et est-ce qu'il y a un style qui serait vraiment l'opposé de toi-même? Non. Un truc que tu porterais jamais? Non, je peux pas. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Ouais. Et c'est ça que j'aime. C'est l'aventure de la mode. Et tu sais, il y a ce lieu commun, là, on n'arrête pas de dire, c'est le style, c'est un peu l'extension de ta personnalité pour toi, c'est ça ou tu fais vraiment une différence? C'est un peu ça pour moi, puisque je suis un aventurier de l'expérience dans la vie aussi et des milieux sociaux aussi. Et du coup, finalement, ça me représente quand même d'être changeant, d'être un caméléon de la mode aussi. L'apprentissage du bon goût et l'espèce de striptease sociale très pesant qu'un choix de à peu près n'importe quoi va révéler de sa classe sociale. Et je sais qu'en arrivant dans la mode, je suis aussi arrivée dans des milieux bourgeois que je connaissais pas et je me suis plantée entre guillemets en apportant des mauvaises manières de table, à peu près la même chose pour les vêtements. J'ai réalisé qu'il y avait un discours social sur moi que je maîtrisais pas du tout et dont j'ai eu beaucoup honte par la suite. Et ça, c'est vrai que le goût va aussi là-dedans. C'est que ce qu'on estime de bon ou de mauvais goût, ça dépend aussi de la classe et de la corpulence de la personne. Ce qu'on estime chic, ça varie vachement d'un corps à l'autre et sur des personnes aisées, le code bascule beaucoup et c'est ce dont j'ai travaillé dans le goût du moche. Mon style reflète mes idées. Je porte beaucoup ce que je couds. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai cousu... ça, je l'ai cousu.
Ça, c'est un short que ma mamie s'est fait faire sur mesure en 1975. Et mes dogs, je les porte depuis la seconde. Et en fait, pour moi, ça reflète mes idées. Dans le sens où la mode, je la consomme pas conventionnelle, c'est-à-dire que j'achète pas de neuf. Ça, c'était un défi, par exemple, quand je travaillais pour une entreprise dans le luxe l'année dernière. On a reçu un mail une semaine avant le repas de Noël, et ce mail, il a dit attention, préparez vos plus belles tenues, le thème du repas de Noël, c'est rouge. Et là, je me suis dit, j'ai rien de rouge, je fais quoi? Et je suis allée dans une ressourcerie, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et c'est un lieu de seconde main, et j'ai pris un rideau d'ameublement, enfin un truc d'ameublement. Et c'est déjà de la seconde main, donc c'était des gens qui avaient déposé ça. Et puis j'en ai fait ce haut en 6 jours en dormant quasiment pas, mais en fait je suis arrivée au repas et j'étais trop contente parce que je portais quelque chose qui incarnait vraiment mes valeurs, donc je pense que... Mais du coup, est-ce que c'est vraiment ton style ou juste la confection ou la provenance? Parce que finalement, qu'est-ce qui empêche une marque de fast fashion de faire exactement le même haut que toi, mais d'une provenance différente, tu vois, et d'une confection différente? Tu veux dire qu'il vaut mieux que la fast fashion pourrait faire ça aussi de manière plus... Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en te regardant, je sais pas que ça vient pas de ASOS ou de Chine, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Eh ben, donc finalement, c'est pas vraiment ton grave. style, c'est plus la provenance, la confection, ta façon de consommer. Ah exactement. oui, complètement. De toute façon, je pense que c'est ce qui nous différencie d'ailleurs, c'est que toi, tu expérimentes vraiment la mode au sens stylistique aussi, tu vois. Et moi, je pense que je suis beaucoup plus effacée dans mon style, mais ça va être plus des questions que je vais me poser sur la provenance de comment je fais les choses. Moi, je me pose les deux. Hein. Ouais. Voilà, je fais attention aux deux. Ouais. Et je pense que les deux sont importants, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, là où... Moi, par exemple, j'arrive pas à être comme toi, enfin me dire « Ok, j'essaie tous les styles et tout », j'aimerais bien savoir faire ça. Mais je pense qu'il y a aussi une espèce de vocation à se saper de manière... Ou alors tu t'en fous vraiment et tu t'habilles comme tu veux. Mais je trouve ça dur de faire ce que tu fais. Mais justement, je m'en fous pas, j'y mets du cœur et de la passion. Tu vois. Non, mais tu t'en fous du regard des autres, c'est ça que je veux dire. Non. J'aime bien le regard des autres et j'aime bien... tu vois ce que je veux dire, l'orienter, le regard des autres, grâce à mon utilisation de la mode. Je m'en fous pas. Je pense que personne s'en fout. Non, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'extraverti, introverti aussi dans le fait d'assumer parfois certaines choses? Je sais pas, moi je sais que je suis très introverti, mais pourtant, dans ma façon de m'habiller, bon, là on va dire que je suis soft, mais dans ma façon de m'habiller, on pourrait penser peut-être que je suis extraverti, alors qu'en vrai pas du tout. Mais est-ce que ça te permet d'aller plus vers les autres, tu vois? Pas du tout. Pas du tout. Je sais que... T'as quand même pas envie qu'on te parle. En fait, tu sais qu'en vrai, tu dis ça, mais c'est pas vraiment le cas. Ouais. Mais je suis très peu sociable en vrai. Ok. Déjà, J'ai du mal à aller vers les... Mais tu sais que ton cas, il est commun. Il y a beaucoup de gens qui s'habillent de manière très extravertie et qui, en fait, à l'intérieur, viennent d'une personnalité un peu... Ouais, moi, je suis comme ça. Ouais. Et toi, dans ton cas? Parce que on va dire là que t'es... Moi, je suis un timide. Je suis un timide... Bon, c'était il y a longtemps. Hein. Mais je suis un timide à l'origine. Mais ouais, c'est vrai que je pense que pour nous, les gens comme toi et moi, peut-être, la manière de s'habiller, c'est une manière de pouvoir s'exprimer sans forcément devoir parler ou devoir aller vers l'autre. Moi, j'ai souvent utilisé ma manière de m'habiller comme un icebreaker. C'est-à-dire que j'adorais rencontrer des gens, mais j'avais peur de les rencontrer. J'avais peur d'aller vers eux, j'avais peur de discuter avec eux. Donc, j'avais envie qu'ils viennent vers moi. Et du coup, je m'achetais souvent un accessoire un peu extravagant, un peu fou. Ça pouvait être une coque de téléphone, ça pouvait être des chaussures. Et j'allais en soirée tout seul. Ah ouais. Wow, okay. Je me posais au bar et j'attendais. Et en fait, bien souvent, les gens venaient parce que j'avais des chaussures, on dirait des lapins, ou, une coque de téléphone avec un panneau solaire dessus. Tu vois. Et ça permet de faire que les gens viennent vers toi. Tu vois. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui doivent te demander d'où vient ton haut, tu vois, par exemple. Exactement. Et ça te fait plaisir. Ouais, je suis content. Voilà, exactement. Donc, pour un mec comme toi et moi qui sommes timides, ok, ça y est, j'ai réussi à parler à quelqu'un d'une autre manière. Je peux me payer tous les vêtements que je veux. Ouais, oui. Je suis pas très attiré par ce que font les marques de luxe et les marques de vêtements très chers. Dans le sens où, pour moi, ces marques-là ne font que
recycler des tendances et des modes et des créations qui viennent d'ailleurs, bien souvent qui viennent de la rue, qui viennent de petits créateurs, qui viennent de différentes origines, de différents pays, de différentes régions. Il n'y a pas grand-chose qui s'invente et du coup je suis jamais très attiré par tout ce que j'y vois. Par exemple, si on regarde vêtements aujourd'hui, cette saison c'est du new rock. Bon bah du new rock, mec t'as rien inventé, t'as juste fait revenir la mode du new rock. Bon, le new rock dans la petite boutique à République, les mêmes chaussures, elles sont pas à 1600 balles, elles sont à 80 balles. Voilà. J'ai jamais été très attiré par ces marques-là et du coup bah, je pense qu'on peut trouver à peu près tous les styles pour pas cher ou les confectionner soi-même. Moi je fais de la peinture sur mes vêtements, je couds pas, mais je pense qu'on peut aussi tout modifier, tout faire évoluer, on peut trouver à peu près tous les styles pour pas cher. Je te rejoins, moi sur la notion de capacité, en fait, il n'y a pas que l'aspect financier pour ma part. Je suis d'accord là-dessus. C'est, en tout cas, comme moi j'attaque la mode sous l'angle de l'industrie et de ses enjeux, parce que c'est ma déformation professionnelle, mais je dirais que le vêtement que je veux, c'est un vêtement un peu idéal. J'ai un peu un vêtement type du vêtement bien confectionné, dans telles conditions, machin. Et c'est très utopiste et aujourd'hui, ça n'existe pas. Enfin, je dirais que c'est très dur de le trouver. Et c'est pour cette raison que je ne peux pas me payer ce vêtement, c'est parce qu'il n'existe pas. Donc c'est pour ça que je couds. Ouais. Parce que je crée le vêtement que je veux. T'as juste à te payer les matières premières. C'est vrai. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on trouve le vêtement directement fait sur le marché? C'est plus compliqué. Oui. Par contre, là, on en arrive à un critère financier, c'est aussi onéreux. Les vêtements bien pensés, du moins mieux pensés que d'autres, sont parfois très chers et atteignent n'atteignent pas forcément les prix du luxe d'ailleurs. Là aussi, c'est un autre sujet. Mais derrière la notion de pouvoir, je dirais qu'il y a aussi l'exigence qu'on a vis-à-vis d'un vêtement, tu vois. Et toi, tu moi, je allais te dire rejoins. quoi? Bon, moi, je veux m'attirer les foudres de tout le monde. Je consomme énormément de fast fashion, pas par choix de l'exploitation humaine et de la destruction de la planète, hein, évidemment, mais parce que j'ai pas le choix. En fait, dans ma taille, donc 56 et plus, il n'y a rien. À part Boo, Pretty Little Thing, ASOS, etc., Shein, dont on a parlé tout à l'heure, ou des marques américaines que je dois faire importer. Je ne trouve rien pour m'habiller. Même si je vais sur Vinted, quand je mets les filtres avec ma taille, il y a des trucs hideux. Je préfère être nue que porter ça. Ce que les industriels du textile en France et en Europe disent, c'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de créer des grandes tailles ou des petites tailles, c'est qu'en fait, comme ils n'ont pas suffisamment de commandes, ils ne peuvent pas prendre en charge le surcoût que ça génère pour eux. Et le surcoût, il n'est pas lié à la quantité de vêtements ou à la quantité de tissus, il est lié au fait qu'il y ait beaucoup trop d'invendus, généralement sur ces grandes tailles, puisque la demande est faible par rapport à l'offre qu'il faut fournir pour pouvoir le faire. Après, la seule chose que je dirais à Virginie, c'est que évidemment, tout le monde, et c'est un enjeu de dignité humaine que de pouvoir s'habiller, et s'habiller comme on le souhaite. Et donc on doit pouvoir protéger cet enjeu-là, mais ça ne doit pas empêcher la réflexion qu'on doit avoir collectivement sur le nombre de vêtements qui restent dans notre garde-robe. C'est pas un aspect financier, c'est il n'y a pas en fait, donc je fais déjà avec ce qu'il y a. Et oui, on pourrait me dire, t'as qu'à le tricoter, t'as qu'à le coudre et tout, mais il faut une expertise, faut quelque chose, ça s'apprend, ouais. faut trouver les matières premières. Moi, il faut des mètres et des mètres de tissu pour m'habiller. Une fois, j'avais trouvé aussi un tissu d'ameublement, j'ai fait une jupe avec, mais en fait, la jupe, elle m'est revenue à 80 € parce qu'en fait, quand j'ai acheté tout ce que je voulais mettre dessus, les mètres de tissu, elle me revient quand même très, très, très cher. Et après, moi, j'adore les tendances, les marques de luxe, etc. Peut-être que j'aime ça parce qu'au final, c'est un monde dans lequel je ne peux pas rentrer parce qu'on me ferme une porte en disant tu dépasses la taille, donc tu n'as pas le droit d'y aller. Et quand je veux m'acheter des pièces de luxe, si je veux ma taille, je suis obligée de les faire sur mesure. Et les gens qui font faire leurs vêtements de luxe sur mesure, c'est les Kardashians, par exemple. C'est pas moi. Donc il y a des offres très très limitées en grande taille. Il y a quelques marques de luxe grande taille, mais on arrive tout de suite à des 1 000 € la robe. Donc je passe de Shein à 9 € à 1 000 €. J'ai pas le juste milieu en fait dans ma taille. Donc j'aimerais consommer différemment, mais en fait ça n'existe pas pour le moment. Et par rapport aussi aux personnes qui me suivent, il y a des statistiques où le surpoids est beaucoup présent dans des catégories socio-professionnelles plus modestes et ça les intéresse pas. Par exemple, quand je vais parler d'une robe Jean-Paul Gaultier, ils vont dire c'est beau, c'est cool. Donc c'est Jean-Paul Gaultier. Alors déjà,
Ça sent très fort le parfum. Ça pique les yeux limite. Donc c'est une personne déjà qui veut s'exprimer de manière olfactive. Mais nous, bah, on ne peut pas la porter. Donc aussi, vis-à-vis des personnes qui me suivent, je trouve ça plus honnête de ma part de proposer malheureusement de la fast fashion, qui sont les seuls acteurs aujourd'hui qui se préoccupent de la mode grande taille. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Et franchement, pour connaître des marques qui essaient d'élargir leur taille, c'est très compliqué, tu vois, parce qu'une petite marque, quand elle se lance, développer une collection, et tu en parleras beaucoup mieux que moi, ça coûte déjà énormément. Et la gradation qui consiste à élargir les tailles, c'est pas simplement appliquer un coefficient multiplicateur et voilà. Et les marques sont en difficulté, mais je comprends juste pas, à titre perso, pourquoi il n'existe pas plus de marques grande taille dans le domaine des marques éthiques, en fait. Parce que la demande n'est pas assez forte en France, tout simplement. Si tu vends pas, tu peux pas confectionner, tu peux pas produire, tu peux pas faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que si la demande n'est pas suffisante... En fait, je pense qu'il y a une demande, mais il y a aussi des marques... Enfin, statistiquement, il y a autant de filles qui font un 34-36 que des filles qui font ma taille. Sauf que elles ont un choix d'habillement qui est immense par rapport à moi. Donc, on va dire, les gens qui ont besoin de s'habiller sont là. Mais on catégorise les personnes en surpoids, en personnes avec une mauvaise image. Donc il y a des marques qui ne veulent pas s'associer aux personnes grande taille. Vous avez des H&M, River Island, etc. ou je sais pas, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, qui font de la grande taille, mais vous les trouverez jamais en magasin en fait. Les gros, faut pas qu'on les voie rentrer à côté du logo. Par contre, on va acheter sur Internet. Les marques françaises préfèrent ne pas gagner d'argent plutôt que d'habiller des personnes grande taille. La grossophobie avant l'argent en France, effectivement. Il y a un marché énorme que la mode prétend adresser via quelques mannequins. Attention, et c'est très sélect. Là, on sort d'une grande phase de mode inclusive qui est en train de toucher à sa fin parce que, comme l'ont dit très joliment certaines marques, inclusive is no longer exclusive. L'inclusif n'est pas exclusif, c'est affreux. Et donc, effectivement, on arrive à la fin d'une mode inclusive qui n'a pas été un changement social, mais qui a été une mode comme une autre. Et on retourne à un corps maigre absolu. Et il y a une ou deux top modèles qui restent. Il y a Paloma Elsesser qui a fait la couverture de The Cut et qui a gagné Model of the Year récemment, mais qui est la seule. Et derrière, on ne peut pas dire que c'est toute une industrie qui s'est ouverte. Je suis pas sûr, moi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est justement hyper positif, tu vois, le body positive, etc. L'inclusivité, exactement. Oui. Mais oui, c'est un argumentaire marketing où les gens vont dire je pense que le jour où c'est rentable, c'est là. C'est juste que ça ne l'est pas pour l'instant. S'ils peuvent gagner de l'argent, ils le feront. Actuellement, c'est la mode de dire qu'on est inclusif, etc. Mais dans les vrais faits, quand tu es vraiment grande taille, quand tu te retrouves face aux choses, moi je consomme énormément, donc je suis la première à les fouiller. Quand je vois des mannequins curvy à un défilé, je vais voir tout de suite, je me dis, waouh, je vais trouver une pièce pour moi. Non. En fait, ça y est pas. Non, il n'y aura pas. Par contre, la mannequin curvy, elle est grave en vogue en ce moment. Tout le monde va parler du défilé en disant c'est trop bien et tout. Tout à l'heure, vous parlez de Marine Serre, par exemple. Ils ont fait défiler Iseult. Je me suis dit, waouh, je vais trouver des pièces dans ma taille. Non. Mais non. À mon avis, plus parce que c'est pas rentable que par image. Je te rejoins aussi. Je pense que c'est pas rentable. En fait, moi, je questionne juste un point, c'est que tu aimes les tendances, tu vois, donc tu veux renouveler ta garde-robe régulièrement. Et je pense que c'est plus le cas d'ailleurs chez la femme que chez l'homme. Donc tu vois, tu as cette problématique où si tu veux renouveler régulièrement et que les vêtements sont trop coûteux, ça devient vite ingérable. Donc tu vas forcément t'orienter vers des marques de fast fashion, tu vois. Et il y a très peu de marques en fait qui peuvent survivre avec un modèle où elles vendent plus cher des vêtements grande taille avec du volume. Parce que ces mêmes clients potentiels, ils ne sont pas prêts à mettre, tu vois... Je pense que les clients de grande taille, déjà, elles n'ont pas été éduquées dans le fait d'oser apporter des choses. Mais je pense que s'il y avait plus de propositions, ça changerait... chez Marine Serre, on a du 32, et il y a moins de personnes qui font du 32 que du 54-56, et pourtant, il ne va pas avoir 54-56. Parce qu'on a habitué, en fait, les personnes à... en fait, je ne vais même pas avoir parce qu'il n'y a pas ma taille. Je pense que si les marques faisaient un petit effort, si on ouvrait un peu plus les yeux, si on communiquait plus aussi là-dessus, il y aurait quelque chose qui avance. Et c'est quand même rentable d'un côté, parce que vous avez donc des mastodontes de la mode. Je pense par exemple à Shein, qui ont élargi aujourd'hui leur taille jusqu'à la taille 68, qui est une taille vraiment extrême, où ça représente un très très petit pourcentage de la population. S'ils l'ont fait, c'est pas juste pour se donner une bonne image inclusive. Oui, mais peut-être qu'eux peuvent se le permettre parce qu'ils font travailler des gens à coût terrible et dans des conditions terribles. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas défendre ça non plus.
Bah, en tout cas, aujourd'hui, c'est les seuls à s'intéresser à mon secteur, en tout cas. Donc j'aimerais Ça, je consommer comprends. différemment, mais... Et est-ce ça que tu existe penses pas. qu'il y a de la place pour une marque, tu vois, qui vendrait, alors j'ai pas les points de référence chez Shein, mais peut-être que, je sais pas, mais mettons que ça coûte 5 € la jupe, tu vois, pour une marque qui fait des jupes à 100, 200 € en grande taille, tu vois. Bah, je pense qu'il y aurait, parce que tu as quand même des belles marques grande taille. Je pense à Marina Rinaldi du groupe BCBG Max Azria, qui est là depuis des décennies et qui fonctionne bien. Donc je pense, mais il en faudrait d'autres, parce que pour Marina Rinaldi, on est quand même sur des collections un peu classiques pour des femmes CSP+. Voilà. Il n'y aura pas du moulant, il n'y aura pas de trucs fous. Ils font quelques collabs avec des créateurs de temps en temps pour proposer des pièces qui sortent de l'ordinaire. Mais voilà, je pense à eux. Je pense à Esther Manas, peut-être que vous Oui. connaissez, qui, voilà, elle est dans une autre vibe, en mode la même taille pour tout le monde, une taille unique. Mais c'est rarissime. Voilà, j'ai- Et il y a probablement aussi un travail d'éducation, tu vois, Oui, bien sûr. avec des influenceurs qui vont, Bien sûr. ou influenceuses qui vont Comme aussi toi. pousser le Ouais, sujet, quoi. c'est ça. Ouais, Comme voilà. toi aussi, tu vois. Parce qu'il y a un vrai côté sociétal, il y a un À vrai fond. côté culturel où je suis grande taille, donc je n'ose pas. Bien sûr. Tu vois, et justement, ça, si tu le changes, peut-être que justement, ça devient rentable. Ouais, bien Mais sûr. pour l'instant, ça l'est pas parce qu'il y a ce côté, je suis grande taille, donc je n'ose pas. Je n'ose pas la fantaisie de m'habiller comme j'aime, etc. Je n'ose pas, et même si je veux oser, il n'y Ouais, a ouais. pas l'offre en face de moi. Parce qu'il demande un effort aussi, quoi. Tu Voilà, vois, ça doit peut-être évoluer lancer des ta deux côtés. marque, Après, c'est sûr que c'est un autre engagement, mais il y Le a... businessman derrière ça. Non, mais Non, mais c'est sûr que c'est un cercle vertueux à lancer bien sûr. et ça passe par le positionnement de gens comme toi, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que les vêtements sont un vecteur d'inégalité? Ah oui. Évidemment. Ah bah clairement, pardon. J'ai dit... je suis pas d'accord. Moi. Je suis pas d'accord. Moi, je viens pas de conditions sociales aisées. Et justement, j'ai eu la chance... mes parents tenaient un petit commerce de proximité, donc une épicerie dans un village privilégié. Et j'ai eu la chance, moi, de vivre dans cet univers-là. Et donc, forcément, quand on est exposé à des gens qui ont les moyens et qui s'habillent correctement, à un moment donné, on se dit, allez, on a envie aussi, quoi. Et je pense que non, aujourd'hui, on peut pas se plaindre, à mon avis, de l'offre entre Vinted, entre les plateformes de seconde main, les possibilités aussi de faire soi-même ses vêtements, et l'information aussi sur je sais pas, YouTube, tout ça, tu peux faire tes vêtements toi-même, quoi. Donc, vecteur d'inégalité, non, en tout cas en apparence. Après, t'as pas les mêmes moyens, mais ça veut pas dire que. Je pense que l'élégance, c'est une question d'éducation. Je trouve aussi que, on en revient à la question, est-ce que l'habit fait le moine? Mais quand on te juge au premier regard, on peut juger les matières que tu portes, les coupes, les marques. Pour avoir travaillé dans le luxe, je l'ai senti ça, par exemple. J'ai senti qu'il y avait des gens qui s'habillaient pour se donner aussi une position sociale. Et que si tu n'étais pas habillé comme ça, comme eux, si tu rentrais pas dans ce moule avec des marques logotées, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de logos, beaucoup d'images, tu pouvais, rien qu'en un clin d'œil, être un peu déconsidéré, tu vois. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est vecteur d'inégalité aussi, tu vois. Mais je te rejoins. Parce qu'en fait, je Parce que comprends ce que tu veux dire aussi par rapport aux vêtements logotés, notamment. Parce que forcément, si tout le monde est habillé en LV et que ça se voit, et que toi tu portes pas ça, c'est compliqué. Moi, je suis dans un secteur où c'est un peu différent, où tu peux être très élégant en t'habillant chez Asos si tu Voilà. gères bien les choses, tu vois. Si tu parles de l'élégance, c'est Voilà, déjà autre chose. C'est déjà un autre sujet, c'est sûr. C'est sûr. Et puis après, il n'y a pas que les inégalités financières, comme tu disais tout à l'heure. Il y a aussi les inégalités culturelles, les inégalités d'éducation, etc. Tu vois, et finalement, oui, tu peux être, comme tu dis, très élégant, mais très élégant, ça veut dire quoi? Ça veut dire très élégant par rapport à un milieu social, dans un certain environnement. C'est pas de la même manière que tu vas t'élever dans ton milieu social que, par exemple, moi, je vais m'élever dans mon milieu social d'un point de vue vêtements, tu vois. Donc, vecteur d'inégalité, c'est certain, puisque ça peut être n'importe quel genre d'inégalité. Sur le port de l'uniforme à l'école, est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes plutôt favorable, contre? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu exprimer votre style tel qu'il est aujourd'hui s'il y avait eu le port de l'uniforme? Moi, je trouve que tu te construis quand même beaucoup à l'école. J'ai tenté des trucs au lycée que je n'oserais plus jamais faire aujourd'hui. et je trouvais que c'était une façon de m'exprimer, un truc que j'avais en moi, une certaine créativité. Et j'aurais été trop triste de devoir rentrer dans l'uniforme. Et encore une fois, je parle de mon vécu personnel. Mais j'ai déjà travaillé j'ai déjà eu des jobs où je devais porter un uniforme.
Et ben, au final, l'uniforme sur moi, il rend pas du tout comme sur mes collègues. Parce qu'on me fout un truc qui me va trop petit, où je suis engoncée dedans, je me sens pas bien. Et au final, je me sentais plus différente des autres en portant un uniforme, plutôt que quand j'adapte un vêtement à qui je suis et à mon corps. Tout ne va pas à tout le monde. Donc voilà. Le polo McDo, pour moi, ça faisait pas une star, quoi. Il m'arrivait au-dessus du nombril, mes seins ils étaient comprimés. Alors que sur les autres, ça faisait un truc un peu large. Donc je me sentais trop mal dans ce genre de choses, quoi. Moi, je trouve que la manière de s'habiller, par définition, ça fait partie de l'enveloppe, c'est-à-dire du superficiel un petit peu. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu peux utiliser plus tard, c'est quelque chose qui va te donner peut-être une image, qui va t'aider à faire certaines choses. Je pense que chez les petits, chez les enfants, c'est bien de commencer à construire le fond avant de soigner la forme. Et je pense que mettre des uniformes à tout le monde, ça évite que certains soient trop concentrés sur, j'ai pas envie de dire le superficiel parce que c'est négatif un petit peu, mais sur l'enveloppe et commencent tous par soigner un petit peu le fond. Essayer de se concentrer sur des valeurs un peu plus profondes. Ça peut aller ensemble, en fait. L'instruction, la bienveillance, la gentillesse, toutes ces choses-là qui sont pour moi quand même plus importantes pour se construire. Donc je pense pas que ce soit une mauvaise chose, pour moi. Ne pas se concentrer sur son apparence, c'est penser que tu es un corps à la fois neutre et dominant. Penser que tu n'as aucune différence, qu'il y a une homogénéité dans laquelle tu n'as aucun risque, tu ne cours aucun risque. Pense pas du tout que l'uniforme soit neutre. L'uniforme, c'est un look fonctionnel qui effectivement égalise les étudiants entre eux. Tu as le droit de te décorer autant que tu veux et de ne pas avoir peur pour toi. Donc je pense pas du tout que c'est le sujet avant l'objet, le moi interne avant le moi externe. On n'est que des corps qui nous regardons. Donc on ne coupe pas au fait qu'on va être vu ou perçu. Et la question du gaze, elle est vraiment là. On regarde et on est regardé en retour. Et ça, tu peux pas y couper. Tu crois que si on est stylé à l'école, on ne peut pas avoir des bonnes valeurs Je dis pas qu'on peut pas. Je dis pas qu'on peut pas. Mais je dis que il faut éviter de se concentrer trop au départ, quand on est enfant, sur le superficiel, sur l'extérieur, pour se construire sur le fond. Moi, je partage pas trop ton avis. Parce que, bon, là, je me dis, uniforme, c'est triste. Tout le monde se ressemble. Mais justement, pour aller plus loin à ça, moi, personnellement, quand j'étais petit à l'école, on s'en foutait de comment l'autre était habillé. À la récré, on s'en foutait. On faisait pas trop attention. T'es sûr de ça? Franchement, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr de ça. Moi, je pense justement, en parlant de vecteur d'inégalité, que les vêtements, notamment à cette période-là, tu vois, où c'est papa-maman qui t'habille, c'est le pire moment. C'est le pire moment. Justement, tu vois, les baskets chez l'un, chez l'autre, d'autant plus à notre époque, tu vois. Et là, ça peut créer... Moi, je suis 100% pour l'uniforme, pour des raisons d'égalité des chances, de non-discrimination. Et puis aussi, finalement, ce débat sur la fast fashion nous interroge aussi, même notre génération, sur l'attrait qu'on a eu pour les vêtements à l'adolescence, les premiers qui avaient les premières Air Max, on comparait nos chaussures, on comparait nos vêtements. Et au fond, est-ce qu'on comparait les bonnes choses? J'en suis pas certain. Et surtout, est-ce que ce n'était pas une incitation dès le plus jeune âge à consommer davantage de vêtements et à consommer davantage de mode éphémère ou de mode jetable? Après, je pense que ça dépend du milieu aussi. Ouais, clairement. Ça dépend du milieu, mais... En tout cas, personnellement, moi, d'où je viens, comme je dis, d'un milieu modeste, on va dire. Et on se ressemblait tous, à peu près. Et non, il n'y avait pas de jugement sur ah, toi, tes baskets, elles sont comme ci, comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'être bien habillé par mes parents, on va dire. Et pour autant, ça m'a pas... Faudrait qu'on ramène les autres gens de ton école pour voir. T'étais peut-être un peu trop stylé pour t'en rendre compte. Ouais, pourtant, tu disais tout à l'heure que quand tu venais en jogging, t'as l'impression quand même d'être jugé. Et... Jogging, c'était à partir du lycée. Mais quand je dis vraiment à l'école, c'était plus petit. Plus petit, là, à ce moment-là, non. Après, à partir du lycée, oui, là, c'est différent. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce que moi, je me souviens au collège, vraiment, mes parents, ils étaient grave sévères, quoi. Enfin, désolée s'ils écoutent ça, mais, mais ils étaient plutôt... Enfin, j'avais l'impression qu'ils étaient intransigeants. Et donc, je me changeais en scred, quoi. Enfin, j'emmenais toujours un sac avec d'autres trucs et tout. Et je mettais plein de trucs, du rouge à lèvres, des machins. Et je savais que ça m'aidait à m'intégrer.
Et si j'avais eu des parents Enfin, si j'avais été habillée comme ça, comme ils voulaient, je suis pas si sûre que... Enfin, je me serais fait les mêmes potes. Et comme quoi aussi, on va dire que peut-être ça nous permet de comment dire, repérer entre nous les gens qui sont un peu plus comme nous aussi. Quand tu vas aussi vers les gens qui te ressemblent stylistiquement. Après, je pense que je te rejoins sur ce que tu disais. Je pense que pour rejoindre ce que tu disais, je pense que dans le fond, on sent aussi les gens. Qu'importe comment ils sont habillés, le si discours, tu sens voilà, c'est ça. Tu vois, les opinions, je veux dire, tout ça, c'est quand même quelque chose à développer avant de se dire... Mais justement, ce filtre du vêtement, il vient le camoufler, tu vois. Et tu prends un gamin qui est défavorisé, qui n'a pas les moyens dans un batelin, tu vois, un peu comment dire, avec des gens qui ont des revenus et tout ça, et qui est habillé d'une certaine manière, il va être mis de côté, naturellement, parce que les gamins, à ce moment-là, ils n'ont pas encore le discernement pour se dire, ouais, en fait, on peut aussi l'intégrer à notre bande de copains, quoi. Donc, moi, je trouve que l'uniforme, il a cette fonction déjà de, j'allais pas de mettre sur un pied d'égalité, mais en tout cas de faire retrouver les gens. Ouais. Et puis aussi, il y a aussi une contrainte. Moi, je trouve ça intéressant. Je pense que de la contrainte naît la créativité. Et à ce moment-là, en fait, tu peux aussi trouver un moyen de t'exprimer. Si dans l'uniforme, je sais pas, tu avais une petite cravate, par exemple, bah, tu vas voir qu'il y a des gamins qui vont la porter d'une certaine manière. C'est peut-être déjà là une différence, en fait. Dans tout art, il y a une limite due à la matière, la taille, la forme, etc. On le voit dans Élite. Dans Élite, c'est un lycée où ils ont des uniformes et ils font tous quelque chose d'un peu fou avec leur uniforme. On a devant les rebelles de l'uniforme. Mais en tout cas, c'est une question intéressante. Et du coup, tout le monde a les mêmes matières au départ pour exprimer sa créativité, ce qui est cool aussi. Alors, je vous arrête 2 secondes. Est-ce que vous êtes pour ou contre le port de l'uniforme à l'école? Votre avis nous intéresse, dites-le nous en commentaire. Je vous laisse. Je suis influencé par ce que je vois sur les réseaux sociaux. Ah si, c'est oui, c'est ça. Ah, je sais pas. Pression sociale, j'ai envie de m'asseoir là, du coup. Je pense que je vais m'asseoir, je suis quand même Enfin, bref. Bah, peut-être t'avais indécise. Bah justement, j'essaie de pas l'être en fait. C'est pour ça que je voulais rester debout parce que... Comme toi, exactement. J'essaye de pas... j'essaie de déjà pas regarder ce qui se fait. Mais en vrai, indirectement, je pense que j'ai quand même une part de... je sais que moi, j'essaie de suivre le minimum de créateurs possible pour pas changer ma vision. Mais bon, des fois, forcément, je tombe sur des outfits à droite, à gauche. Et indirectement, je sais que des fois, je me souviens de ça, peut-être que je peux le caler aussi, ou un truc comme ça. Donc je serais d'avis à dire non, je suis pas influencé, mais au fond, je pense qu'il y a quand même une mini part de. Et puis ça dépend aussi de quelle influence on parle. Si tu parles de l'influence des mentalités, c'est trop bien les réseaux sociaux pour le fait que ça ouvre l'esprit sur plein de choses. Mais ce qui est intéressant des fois, c'est de se poser la question, avant j'aimais pas du tout ça, et à force que ça me passe tout le temps sous les yeux, je finis par kiffer. Je me souviens juste d'un modèle de chaussures, un jour je me suis dit, oh, quelle horreur. Et maintenant je suis en mode, j'aime trop. Et en fait c'est parce que ça me passe tout le temps sous les yeux. Et je me dis, c'est la preuve que plus ça passe sous nos yeux, plus on est influencé. Bon, ça c'est le principe de la pub, mais... Et vous, votre avis? Moi je pense être influencé par les réseaux sociaux. Et d'ailleurs même je le recherche. Je pense que tu vois, pour s'inspirer au quotidien, faut pouvoir voir à gauche, à droite, et puis c'est la somme de tout ça. Et je pense d'ailleurs qu'on l'a mal compris, la créativité, parce que certaines personnes voudraient ne pas, alors je ne vous mets pas dans le lot, je ne sais pas comment est-ce que vous le vivez, mais on voudrait ne pas être influencé, mais je pense que c'est une position d'égo, en fait, de se dire, je ne suis pas influencé, mais en fait ça dépend, parce que dans ton expérience personnelle, dans tes origines, par exemple, tu vas trouver une inspi, sur les réseaux sociaux tu vas en voir une autre, et c'est la combinaison de tout ça qui va faire qu'à la fin, tu as un son de cloche différent. Et moi je le vis comme ça en tout cas. Quand tu marches dans la rue, tu fermes pas les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Tu es influencé toute ta vie finalement partout. Alors pourquoi dire non aux réseaux sociaux mais dire oui au reste? Finalement sur les réseaux sociaux, c'est là que tu as le plus grand panel d'inspiration et tu vois, aujourd'hui en tout cas c'est le cas, tu vois. Et je dirais même, est-ce que tu t'habillerais comme ça s'il n'y avait pas les réseaux sociaux? Oui, ce décode, il reflète quelque chose. Tu as déjà vu ça ailleurs? Je reste toujours d'avis de me dire, tu aurais de l'influence. En fait, ouais, j'aimerais avoir ma propre vision. Je ne vais pas avoir une propre vision à moi seul, mais j'aimerais rester dans mon truc de dire, j'ai mon style. Tu veux dire que ça vient de toi? Ouais, c'est ça, exactement. C'est un truc mais comme dit, indirectement, je le sais que je suis influencé, mais j'essaye vraiment de ne pas l'être. Après, on se nourrit tous dans tous les courants de pensée, tous les courants artistiques, tout le monde s'est toujours nourri de la pensée de quelqu'un d'autre. Donc, comme tu dis, l'influence, elle est partout. Mais peut-être que ce que tu veux dire aussi, c'est que
Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ne sont pas si ouverts que ça. On fonctionne par algorithme et on est dans notre bulle. Quand on allume les réseaux, quand on les ouvre, c'est pas du tout il n'y a pas énormément d'horizons. Ça reste très focus sur nos centres d'intérêt. Et comme toi, peut-être que c'est le streetwear, ça se trouve, t'as pas envie d'être influencé par ce que Instagram te propose, c'est-à-dire d'autres gens qui font la même chose que toi. Je pense que... Voilà, tu vois. Les algorithmes nous extrémisent. Non, mais c'est la vérité. Ouais, ça polarise vachement. Ouais, pour te conforter dans ton opinion, dans tes goûts, parce que c'est là que t'es à l'aise. Et tout dépend comment tu utilises les réseaux sociaux après, c'est certain. L'origine de mes vêtements, je m'en fous. Ah si, c'est d'accord. Aïe, aïe, aïe. Bon, on en parlait tout à l'heure, mais il y a plusieurs critères de choix quand on choisit un vêtement, la matière, je sais pas, le créateur, le style, tout ça. Et moi, c'est vrai que mon dernier critère de choix, ça va être la provenance. Parce que déjà, si ça me plaît et que je rentre dedans... Le dernier, c'est extrême quand même. Le dernier. Déjà, au moins, elle l'assume. Déjà, si je rentre dedans et que ça me plaît, je suis heureuse. Ça arrive rarement dans ma vie. Donc déjà, si le vêtement, il arrive à me procurer ça, je vais pas m'interdire d'acheter quelque chose parce que il a été créé dans des conditions infâmes. Même si j'en suis consciente, je sais que c'est mal, mais je suis enfermée dans un truc où j'ai pas le choix et ma pulsion de consommatrice et de passionnée de mode va faire que ça va être plus fort. Donc je suis très forte pour fermer les yeux sur des gros problèmes, je sais. Voilà, moi c'est le dernier choix. Mais je me demande effectivement comment on fait, parce qu'on est tous consommateurs un peu de fast fashion. Qu'est-ce qu'il y a un après fast fashion et à quoi il ressemble? Parce que moi aussi en fait je suis complètement hypocrite. Moi le pire, c'est que j'adorerais dire que j'en porte pas. Mais en réalité, il y a de la fast fashion pour exactement la bobo que je suis, et ça va être Weekday, Urban Outfitters. En réalité, tous les âges sont ciblés par la fast fashion. Ça va être Uniqlo pour d'autres générations. Je pense que la fast fashion s'est déployée sur à peu près tous les segments de la population. À s'y méprendre, en réalité. Il y a des marques qui font beaucoup moins fast fashion que d'autres. Si tu avais le choix, si tu avais le même vêtement, si c'est le même posé prix, la même question. Bien sûr, franchement. tu choisirais... Oui, Ouais. et d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup. Je regarde des marques, Make My Lemonade. Ce serait plus cher. Hein. Bah oui, c'est plus cher. Mais ça, c'est moins un souci. Je préférerais acheter un vêtement créé dans des conditions optimales, mais pareil, le même style, qui me fit et tout. Il n'y a aucun problème. Moi, mes premiers critères, c'est que ça me plaise et que je rentre dedans. Donc, finalement, c'est pas le dernier critère, il y a le prix. Non, s'il y avait les deux, alors ok, là, donc, oui. c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. J'essaye de te sauver, hein. Mais c'était Faut contrainte en les pêcher fait. très loin. Virginie, en fait, c'était contrainte en fait qui t'amène à ça. Oui, c'est les contraintes qui m'amènent à ça. Mais il n'y a personne qui dit « Ah, mais moi j'adore l'exploitation des gens, Bien sûr. la terre qui brûle, j'adore. » Enfin, vous avez rencontré des gens comme ça? Non, ça du tout, n'existe ouais. pas. C'était en clair, en tout cas. Si on est un peu humain et conscient de notre univers, c'est affreux. Et on me le rabâche toute la journée. Enfin, on me trash énormément là-dessus, en donnant de la force, entre guillemets, à des marques qui sont problématiques. Mais actuellement, ces marques problématiques sont les seules qui s'occupent de moi. C'est un peu mon bad boy, enfin, je sais pas comment dire, c'est un truc un peu toxique. Peut-être qu'un jour, je vais trouver un gentil garçon de la mode et je pourrai aller sur autre chose. Mais pour le moment, je suis sur les bad boys qui se préoccupent de moi. Je pense que vous faites des recommandations de marques pour vos communautés. Et moi, j'ai souvent ce truc-là, en fait, de proposer une pièce un peu trop chère. Et on me dit, c'est trop cher, enfin, c'est quali, c'est fait en France, ou en tout cas en Europe, c'est trop cher. Versus, c'est trop peu cher et ça vient de Perpète. Ouais. Comment est-ce que vous le gérez Tu ça le défends. Moi, en tout cas, je suis militant anti-fast fashion, de la même manière que toi, certainement. Et je le défends, c'est-à-dire, oui, c'est cher, mais ça durera plus longtemps. C'est un vêtement de qualité. C'est un vêtement qui ne fait pas travailler des enfants dans un pays lointain pour une misère. Si on peut, on essaye de se préoccuper de ce genre de problème. Je veux dire, tu ne fais pas que recommander le vêtement, derrière tu réponds à la réponse. Moi, à chaque fois, ça rentre dans un genre de débat, tu vois. Après, je comprends aussi, tu vois, et d'ailleurs, j'ai énormément de gens de grande taille qui m'ont déjà donné le même témoignage que celui que tu donnes, tu vois. C'est pas du tout la première fois que je l'entends. Il y a aussi des gens qui ont 3 enfants et qui ont un SMIC, et il faut bien les habiller. Clairement, ouais.
Et bon, eux, ils les font durer, hein, les habits de fast fashion. Et déjà, Oui. c'est moins pire que de consommer de la fast fashion juste pour en surconsommer constamment, pour avoir la nouvelle collection et la nouvelle collection et la nouvelle collection. Complètement. Eux, ils le font, pareil, par manque de choix. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pas assez d'argent pour autre chose. Et ça, il faut le comprendre aussi. Bah là, je suis en discussion avec une enseigne mass market sur justement, on m'a contacté en me disant est-ce que ça te dérange en fait qu'on envisage potentiellement ensemble quelque chose parce qu'on est une enseigne de mass market qui habille les familles et absolument pas en fait. La justice sociale, c'est le fait de rendre un vêtement aussi accessible à toutes les catégories socio-pro quoi. Et je trouve ça, je suis d'accord avec toi, je trouve que l'écologie devient aussi un problème une préoccupation de gens qui ont les moyens de se poser cette question. Ça, c'est dur. Ouais. C'est complètement faux. La clientèle principale de Shein et d'Ultra Fast Fashion, c'est pas les plus défavorisés et les plus modestes. Parce que les plus défavorisés et les plus modestes, ce qui les intéresse avant le prix, c'est le rapport qualité-prix. Et donc, ils ont une attention particulière sur la durabilité du produit. Cette capacité à, quand vous avez des enfants, par exemple, acheter un t-shirt pour le grand qui servira ensuite pour le petit frère ou la petite sœur et ainsi de suite, de façon à pouvoir conserver les vêtements, en acheter le moins possible et faire en sorte que dans la garde-robe, comme je disais tout à l'heure, où 70% des produits ne sont pas utilisés, c'est vrai que chez les plus modestes et les plus défavorisés, il n'y a pas ce taux de 70% puisqu'on réutilise beaucoup le vêtement. Il faudrait que les grandes marques diminuent les prix avec des vêtements plus responsables. Selon vous, comment on pourrait combler ça et permettre aux personnes de s'habiller de façon responsable? Diminuer les prix avec des vêtements plus responsables, Vêtements responsables, ça veut dire quoi? C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. C'est délicat aussi, parce que si tu pars là-dessus aussi, les marques elles ont une réputation, une politique de prix à tenir. Donc, faudrait diminuer les volumes en fait. C'est plutôt ça, non? Exactement, changer les habitudes de consommation. Je pense que ça passe largement plus par ça que par autre chose. Si on change les habitudes de consommation, justement, on diminue. Après, comme ils ont l'habitude de faire des coûts, des marges, enfin des bénéfices sur les volumes, ils font beaucoup de volumes, ce qui leur rapporte... si demain ils arrêtent de faire beaucoup de volumes, ils ont beaucoup moins de revenus. Donc il faudra bien changer quelque chose dans la chaîne. Soit on sensibilise le consommateur et on lui dit qu'il faut éventuellement qu'il ait un vêtement peut-être plus longtemps, peut-être qu'il va durer plus longtemps, mais qui paiera un petit peu plus cher. Et on pourra rééquilibrer certaines choses, mais c'est ce qui fait le fonds de commerce du mass market, en fait, ce bas prix. La mode est un fléau. C'est la mode qui se renouvelle tout le temps. Voilà. Quand tu as acheté le vêtement, il est déjà has-been en soi. Donc, La mode est un fléau. Et est-ce que vous y contribuez pas, vous aussi, en étant créateur de contenu, en parlant de mode, à donner envie aussi à d'autres personnes de consommer? C'est pour ça que j'en parle pas. Ah, on est des fléaux. Je dis pas que j'en parle. Je pense qu'on fait partie du problème. Après, bien sûr. Ça dépend de comment tu le vois. Et ça dépend comment tu communiques dessus. Voilà, ça dépend de comment tu communiques dessus. Ça dépend aussi de... tu fais aussi vivre des gens, parce qu'il y a des gens derrière qui travaillent dans ces marques. Alors après, ça dépend d'où forcément. Mais tu fais vivre une industrie, à mon avis. Et après, ça dépend aussi du rapport que tu as au vêtement. Effectivement, si tu renouvelles régulièrement ta garde-robe, ou si tu es plutôt dans une dynamique de te faire plaisir plus ponctuellement, mais garder tes vêtements plus longtemps, je pense que c'est une position à prendre. Moi, ça fait 7 ans que je fais ce travail sur les réseaux sociaux et ça fait 7 ans qu'on peut retrouver les mêmes vêtements que j'avais il y a 7 ans sur moi. Et c'est quelque chose dont je parle régulièrement. C'est-à-dire que oui, ça suscite la moquerie de certains. Et c'est très grave que ça suscite la moquerie. Parce que justement, garder un vêtement, ça devrait être une fierté. Je communique sur le fait d'aller refaire des semelles chez le cordonnier. Et il y a des gens qui se moquent de ça? Il y a des gens qui se moquent de ça. Oh. Avec tout l'argent que tu gagnes. Ah ouais? Mais... Et tu leur réponds quoi à ces gens? J'explique que ça devrait être une fierté de garder un vêtement longtemps et que peu importe les différentes tendances, puisque de toute façon c'est des cycles. Donc les mêmes vêtements qui cartonnaient il y a 20 ans cartonnent aujourd'hui. Ça devrait être une fierté de conserver ces vêtements. Moi, je porte les vêtements de mon papa. Ah, moi aussi. Quand mon papa ouvre un carton pour me donner un vêtement qu'il avait quand il était jeune, je communique là-dessus. C'est une fierté, c'est un énorme kiff. Et puis surtout, c'est des designs et des styles que ça fait plaisir de retrouver aussi. Je pense que justement, c'est aussi par nous que le message peut passer de consommer autrement, comme tu disais. Consommer autrement. En tout cas, je suis pas sûre qu'on puisse dire la même chose à nos enfants plus tard. Tu vois, dire qu'on pourra... Enfin, si on en a, mais je veux dire, de leur dire, je te transmets ça,
J'ai peur que ça devienne je sais pas, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais j'ai peur que ça devienne quelque chose de privilégié, de transmettre, est-ce que ça l'est déjà ou pas? Un objet en cuir, par exemple, aujourd'hui, t'as pas besoin de venir d'une famille extrêmement aisée pour que ta grand-mère te transmette un objet en cuir, admettons, qui a vraiment duré. J'ai l'impression. En fait, Est-ce que ce sera pareil dans 30 ans? Je pense que ça peut être le cas, mais c'est une histoire d'éducation. C'est qu'aujourd'hui, on s'éduque plus trop sur le vêtement aussi, tu vois, sur ce que c'est qu'un bon cuir aussi, ce que c'est qu'un beau attention vêtement. à ses affaires. Exactement, tu vois, comment entretenir ses vêtements. Moi, aujourd'hui, je lutte avec ce sujet-là. C'est que souvent, on me demande, ok, mon pantalon en laine, je l'ai mis à la machine, il sortit rétréci. Tu vois, je pense qu'à l'époque, les mecs savaient qu'il fallait soit le passer au pressing, soit voilà, juste l'aérer et faire attention parce que c'est pas une matière qui se lave, tu vois, en machine. Et ils le savent encore aujourd'hui, mais ils s'en foutent, puisque de toute façon, quand il sortira de la machine, il sera démodé. Donc il y a une histoire de... Je sais pas s'ils le savent du mais coup. Je pense aussi qu'il y a une grande partie qui ne le savent pas forcément, mais donc il y a un manque d'éducation aussi sur le vêtement qui fait que plutôt que de maintenir tes vêtements sur le temps, tu préfères renouveler. Dès que c'est abîmé, une paire de sneakers qui est un peu défoncée, au lieu de l'amener pour un entretien, tu la jettes et puis tu renouvelles, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer sur le fait de consommer, c'est-à-dire le fait d'acheter un beau vêtement ou le fait d'acheter un vêtement qui nous plaît. C'est juste dans la manière dont on va consommer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ce vêtement après, comment on va le faire durer, quelle valeur on accorde à ce vêtement, tu vois, et je pense que il faut accompagner notre communication de ce genre de considération aussi. Et je pense aussi qu'il y a un côté artistique dans le fait de renouveler sa garde-robe. Bien sûr. C'est pas uniquement garder les mêmes vêtements pendant 10 piges et puis jamais apporter de nouveautés. Donc je pense que c'est un équilibre, on peut pas dire... On peut les modifier, exactement. Mais c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de gens de détracteurs d'arguments écolos, en mode ah ouais, mais si on écoutait les écolos, on ferait plus rien, on voyage plus, on bouge plus, on s'habille plus, on fait plus rien et tout est triste. Et c'est vrai, t'as raison, il faut trouver ce juste milieu entre continuer de se renouveler, mais de manière peut-être plus créative. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, créer dans la contrainte et partir Exactement. Enfin, c'est ce qu'on faisait chez Marine Serre. Enfin, elle partait de l'upcycling en se disant ok, j'ai une matière limitée, je vais faire avec ça. Et c'était ça tout l'enjeu de... Mais c'est hyper intéressant, tu parles de la contrainte. Aujourd'hui, on n'a plus trop de contraintes. En fait. Tu peux acheter tout ce que tu veux à des prix minimes. Et pour moi, c'est un peu, tu vois, c'est un peu ce non-sens qui fait qu'on s'en sort plus, quoi. Et je pense que de remettre un peu de sens, de se dire, allez... De cadre. Voilà, du cadre, exactement, de se mettre un cadre. Ça va assainir un peu le marché et nos manières de consommer aussi. En tant que législateur, mon rôle en tant que député, c'est de réguler le marché, de faire en sorte que ce qu'on considère éloigné de l'intérêt général et du bien commun change. Et donc c'est pour ça que j'ai déposé cette proposition de loi et que d'autres députés aussi ont déposé des propositions de loi qui visent à mettre un bonus-malus sur la mode, un malus sur la fast fashion. En clair, vous achetez un produit qui ne respecte ni nos normes sociales, ni nos normes environnementales, ni nos normes sanitaires, qui ne crée aucun emploi en France ou en Europe, il pourra y avoir un malus, c'est-à-dire un coût supplémentaire sur l'achat du vêtement. Et en revanche, vous achetez un produit made in France, made in Europe, qui est respectueux de l'environnement, de notre avenir à tous. Et là, il peut y avoir un bonus annuel, une sorte de promotion annuelle sur la mode, de façon à ce que les prix soient de nouveau équilibrés entre ces deux marchés. Alors, en début de vidéo, on leur a donné un objet qui ne leur appartenait pas. Le but, l'attribuer à quelqu'un après la discussion. Alors, à qui appartient quel objet? Est-ce que vous avez trouvé? Dites-le nous en commentaire. Farid, tu peux donner l'objet à qui tu penses. Je suis gâtée. Farid, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as donné à Bastos? Je pense que Bastos, c'est une personne qui est capable de puiser dans de nombreux univers. Et je pense qu'il a un œil précis. Donc le petit rappel, tu sais, du sac avec le papillon fluo, ce serait pas quelque chose d'improbable. Et après, voilà, c'est un sac plutôt féminin. Mais je pense qu'il a c'est cette manière de détourner en fait sans cesse les vêtements avec son truc bien à lui qui est hyper cohérent avec son style. Bastos, est-ce que c'est ton objet? C'est bien mon sac. Félicitations. Je te remercie. Je le porte pas trop en bandoulière, mais ça m'arrive de le porter à la taille.
Ok, comme terrible. une banane. Donc tu twistes même la manière dont tu le portes. Ouais. C'est ça qui est cool. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans ce sac? J'aime déjà qu'il soit fait par une petite créatrice qui est une pote à moi. J'aime le design, j'aime ce côté voilà, tressé un peu. Et puis j'aime sa couleur. Je pensais que c'était sac de Virginie. Ah, c'est pour dire que voilà, je me suis totalement trompé. C'était un sac féminin assez flashy. Et comme voilà, elle aimait les pièces un peu téméraires, je me suis dit que c'était le sien, alors que rien à voir pour le coup. C'est là où en fait on se rend compte que parfois on a des a priori sur certains vêtements, certains accessoires. On pense que voilà, ça correspond plus à un type de personne, alors qu'en fait non, on peut très bien détourner ces éléments et puis voilà, en faire quelque chose qui soit aligné avec sa personnalité. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, justement, là-dessus? C'est l'explication en fait du style de Bastos. Donc le fait qu'il puisse en dire davantage, et c'est là aussi où on se rend compte en fait que le vêtement, l'apparence extérieure, c'est un point, mais qu'après il faut aller creuser et avoir aussi, je dirais, voilà, le fond de la personne pour essayer de comprendre le package. Mathilde, t'as donné ton objet, donc le sac, à Virginie. Pourquoi? Pour moi, ça correspond exactement à la palette de couleurs que j'avais en tête. Le kaki va avec les crus dans ma tête. Ensuite, je voyais sur une personne très féminine, tu es très féminine, sur une fille citadine, tu m'as l'air citadine. Pas du tout. Ah oui, c'est vrai, t'as dit que tu venais d'un village, c'est ça? Et en plus, elle a dit qu'elle avait pas de sac Jacquemus. Ouais, c'est vrai? T'es le seul qui m'écoute. Elle l'a dit tout à l'heure. Ah ouais. Moi, je suis la première pigeonne à acheter les trucs. Je les vois 2 fois, c'est bon, je les veux. Vraiment. Mais c'est bon, j'ai pas de sac Jacquemus ni de sac diesel. Je me suis dit, non, elle va pas faire ça. Mais après, c'est vrai que j'avais bien pas avec retenu ma ce tenue. détail, Il va désolée. bien avec ma tenue. Ça aurait pu être une manière de nous induire en erreur, Après, cela j'aurais dit. pu être intelligente. Mais non. Ah mais non. Alors là, franchement, tu m'embouches un coin, je sais pas du tout. Donc Virginie, c'est pas ton sac. Est-ce que la personne à qui le sac appartient peut se désigner? Moi, je pense que c'est à lui. Exactement. J'aurais Ouais, su. ouais, Ah là, ça, tu caches C'est bien ton sûr. jeu. Mais ça lui va trop bien en plus. De fou. Pour le coup, il m'a bien eu. Je pense que c'était même l'objet le plus surprenant de tous en termes d'accessoires. Je m'attendais pas du tout à un sac Jacquemus, mais ça m'étonne pas non plus parce que j'ai une amie qui me fait vraiment penser à lui et qui typiquement s'habille comme lui et qui achète des sacs Jacquemus. Déjà, j'ai ramené cet objet parce que ça, on va dire, ça a une connotation féminine. Jacquemus, on associe ça souvent aux filles en vrai. Et je suis de plus en plus dans un aspect de me dire, en vrai, bah, mes habits, je peux aussi les chercher chez les filles. Par exemple, mon pantalon, j'ai pris chez les femmes, mon haut aussi. Et en soi, ben, on ne fait pas vraiment attention. Et du coup, ce sac, ben, là, je l'ai ramené pour tromper la personne qui allait l'avoir. Et Bien joué. non, ben, je kiffe le kaki. Et en fait, j'ai souvent du mal à trouver des sacs où il y a des détails dorés. Et moi, généralement, je mets souvent du doré. Ta montre aussi est dorée, ouais. Et donc, j'avais trouvé celui-là et du kaki plus doré. Je kiffe, donc je prends. Voilà, tout simplement. Désolée du coup. Non, non, je le prends pas mal, ça va. J'aurais eu ça, je l'aurais mal pris. Tu as tiré, c'est gratuit là. Tout l'enjeu d'un débat, c'est réunir des gens qui ne se ressemblent pas. Moins matière à débat avec des gens qui sont d'accord avec toi, en fait, par principe. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir discuter. Et surtout, finalement, on se rend compte que ce qu'on pourrait prendre pour des réticences sont en fait des contraintes. Je pense notamment à Virginie. Il s'agit beaucoup plus de contraintes que d'une réticence pure et dure. Voilà. Donc ça ouvre l'esprit aussi, ça donne un autre spectre depuis un autre point de vue. Maxime, toi, t'as donné la montre à Farid? Ouais, Pourquoi? exactement, parce que je voyais ça sur quelqu'un qui s'habillait assez classe. Petite montre en cuir, etc. Et je me suis dit, enfin, je voyais bien quelqu'un en costume avec une montre comme ça. Alors je me suis dit, pourquoi pas Farid? Ce n'est pas ma montre. Je suis même pas sûr que tu peux la fermer sur ton poignet. Pas certain. vrai que c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Donc ça va. Mais non, c'est une très jolie Yéma, je pense d'époque. J'ai hésité à la fin. Surprise. J'ai pensé à Farid parce qu'on va dire, c'est, comme on l'a dit tout au long de l'émission, c'est lui qui a l'apparence la plus élégante, on va dire. Donc j'ai directement pensé à lui, montre en cuir, etc. Mais à la fin, j'ai quand même hésité avec Mathilde. Pour tout ce qu'elle a raconté, l'aspect, qu'elle fasse attention à la provenance des produits, etc., à la qualité. Bon, j'ai visé à côté. Ouais, je crois qu'elle est de 1952. J'adore les vieilles montres, voilà. Et l'horlogerie en général, je trouve que c'est fabuleux. Et ça réunit plein de corps de métier, tout ça. Et c'est le savoir-faire, c'est tout ce qu'il y a aussi derrière la mode que je défends. Et j'ai trouvé cette montre sur un vide-grenier, voilà. Et je trouvais que ça faisait sens. Puis je trouve que c'est ouf, quoi, se dire que t'as au poignet un truc qui est
tellement plus vieux que toi. Ça incarne à peu près tout ce que j'aime, le savoir-faire et le fait de transmettre un objet dans le temps. Alors franchement, c'était bien cool. Il y avait plein de styles différents et plein d'avis bien constructifs, je trouve. J'ai bien kiffé avoir tous les avis et puis même en vrai, ça ouvre d'autres champs de vision. Bastos, t'as donné la robe à Virginie, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Jean-Paul Gaultier 257 fois dessus. T'as compté. Que je me suis dit que ça lui correspondait bien. Et tu t'es dit que je rentrais là-dedans. Moi, je me suis dit que ça avait l'air assez élastique. Ok, bravo, c'est bien à moi. Moi, je voulais vous tromper en présentant une pièce où on se dit que j'allais pas rentrer dedans. Mais je cherche aussi chez des créateurs des pièces soit oversize, soit avec des matières super extensibles. C'est bizarre, les marques ne font pas de grande taille, mais l'oversize, ils y arrivent très bien. Donc voilà, j'arrive à trouver quand même des pièces chez des hauts créateurs dans ma taille. J'ai pas eu une seule hésitation, hein, et petit à petit, au fur et à mesure de la conversation, j'ai été conforté dans mon opinion de départ. Quand elle a dit robe Jean-Paul Gaultier, j'ai eu un petit fou rire intérieur que j'ai tenté de dissimuler tant bien que mal. Par exemple, quand je vais parler d'une robe Jean-Paul Gaultier, ils vont dire ah, vous c'est beau, c'est cool, mais nous on peut pas la porter. Donc aussi vis-à-vis des personnes qui me suivent, je trouve. J'ai trouvé ce débat hyper constructif, hyper intéressant. L'équipe était hyper bien castée. Il y a des profils complètement opposés, quoi. Et ça a créé vraiment une discussion. Ouais, je regrette pas d'être venu. Virginie, t'as donné la montre. Alors j'étais presque, hein. C'est une montre quand même, mais c'est pas sur la bonne personne. Pourquoi tu l'as donnée à Mathilde? Parce qu'il y avait écrit Besançon derrière et je me suis dit, ouais, ça fait Made in France et tout. Et je connais vraiment rien à l'horlogerie, je porte jamais de montre. Donc Tu me fais trop rire. Après, je la trouvais assez fine et féminine. Et en plus, comme elle était refermée avec un tour de poignet petit, je me suis dit, c'est forcément à une femme et qui fait attention à ce qu'elle achète. Donc c'est pour ça que je suis allée vers toi. Mais peut-être que si j'avais comparé les deux montres, j'aurais peut-être switché. Mais ça peut être aussi maintenant, quand je la vois, une montre d'un homme très élégant. Ça fait très italien quand même. Hein. Et il n'en reste plus qu'un d'homme élégant autour de cette table. Effectivement, il n'y a pas de doute possible. Donc Farid, c'est ta montre? C'est ma montre, ouais. Et c'est une montre pour femmes de la maison Libre, qui est une maison française, byzantine, enfin de Besançon. Et elle a un bracelet en fait en cuir blanc, qui n'est pas un cuir en fait d'extrêmement bonne qualité, mais qui est brillant et qui donne le côté féminin. Et j'aimais beaucoup en fait cette idée d'avoir une montre pour femme au poignet, que je trouve en fait pas si féminine que ça en réalité quand elle est portée. Et elle coûte pas très cher. Et pour moi, ça vient combiner déjà ma théorie, en tout cas ce que je pense vouloir défendre, tu vois, qui est l'idée on peut être élégant sans trop dépenser. Et faire du français. Et faire du français. Alors après, bon, on ne sait pas trop où c'est produit. Les composants, tu vois, ils viennent d'un peu loin, mais c'est assemblé en France. Et puis ça reste, ouais, c'est cool quand même. Pour moins de 200 €, je trouve ça cool. Et puis c'est une montre qui a son chic. En fait, même d'un point de vue style, je trouve qu'elle est plus intéressante que certaines montres à plusieurs milliers d'euros, quoi. Je peux la voir. Tu vois, et elle fait toujours son effet. J'étais content un jour, je me suis fait arrêter dans la rue par une personne qui l'a portée aussi, et qui était un abonné et qui m'a dit je l'ai prise aussi. Et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, mais en fait, le beau, il résonne chez pas mal de gens, quoi. Elle est très belle, ouais. J'ai adoré le concept. Je trouve que le casting était super diversifié. On est tous très différents avec des avis très tranchés, mais on n'essayait pas de se convaincre non plus. Il y avait des bons argumentaires. Ça m'a ouvert l'esprit et le regard sur certaines choses et je suis très contente des rencontres d'aujourd'hui. Alors vous, est-ce que vous avez deviné à qui appartenait quel accessoire? Et selon vous, après avoir regardé cette vidéo, est-ce que vous pensez que l'habit fait le moine? J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche. C'est toujours important pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!